Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 6 juin. Tandis que le dispositif de pompage de l'Erika se met en place, des équipes de nettoyage s'activent sur les plages de Loire-Atlantique en quête à La Turballe et La Baule. L'annonce du quinquennat étant faite, les tenants et les opposants de la réforme constitutionnelle se déclarent et l'on débat sur d'impossibles amendements. UMTS, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième génération de téléphonie mobile qui permettra de recevoir des services Internet sur l'écran de son téléphone. L'État a défini les règles d'attribution des fréquences. C'est notre affaire à tous, titre du livre publié par Eva Joly, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, réflexion sur la justice et la délinquance financière mondiale. Eva Joly, notre invitée dans quelques minutes. Bravo Marie Pierce, la joueuse française s'est qualifiée pour les demi-finales des internationaux de tennis de Roland-Garros après avoir battu Monica Seles. Et puis un événement ce soir sur France 2, il y aura un document de René Jean Bouillet. Ils ont filmé la guerre en couleur, des images tournées entre 1936 et 1944, totalement inédites. J'y reviendrai à la fin de cette édition. Donc depuis hier, à quelques 70 km au sud de Pinmar, dans le Finistère, des plongeurs procèdent à l'installation du dispositif de pompage du pétrolier Erika qui repose par 120 mètres de fond. Ce matin, ils ont posé une première vanne sur l'épave, tandis qu'une deuxième équipe colmatait une légère fuite repérée à l'arrière. 4 navires sont sur la zone et complètent donc l'ensemble du dispositif. Total Fina estime à 12 000 tonnes le volume de fioul resté prisonnier dans les cales. On fera le calcul exact après le pompage s'il réussit. En attendant, c'est bel et bien sur les côtes de la Loire-Atlantique que l'on constate jour après jour des effets désastreux de la marée noire déclenchée le 12 décembre 1999. On avait dit qu'il faudrait quelques mois pour nettoyer les rochers et les sables. C'est largement faux pour certaines parties de la côte sauvage, non loin du Croisic. C'est un peu plus exact vers la Baule. Enquête Claude Sampère et Christian Gallet. La course contre la montre continue. La saison touristique approche, il faut vite essayer d'effacer les dernières traces de la marée noire. Nous sommes à la Turballe, un des plus jolis ports de Loire-Atlantique. Depuis ce matin, plus de 600 militaires et pompiers avec des tenues de protection ont entrepris une opération de nettoyage sans précédent. À côté du port, sur le sable, on trouvait encore ces derniers jours quelques petites plaques de pétrole. Ici, cet été, seulement une partie de la plage sera ouverte au public. Dans chaque commune, la décision d'ouverture ou de fermeture appartient au maire. Sur nos côtes, on a effectivement besoin d'avoir des zones de plage. Et maintenant, je fais une entière confiance à la responsabilité des élus. Et je pense que depuis le début, personne n'a menti. Donc je ne vois pas quel serait l'intérêt d'un maire de laisser une plage ouverte et de dire au public qu'elle est propre, parce qu'à terme, ça serait condamner sa station. Quelques kilomètres plus au sud, nous découvrons la côte sauvage. Dans chaque crique, les rochers et le sol sont encore largement imprégnés de pétrole. Devant le restaurant côté plage, une nouvelle équipe de pompiers vient d'arriver. À l'intérieur de la crêperie, aucun client et la patronne qui fait les 100 pas. Ça va un peu mieux maintenant, mais je dois dire que pendant 5 mois, j'allais très très mal. J'ai fait une dépression, oui. Mais bon, il faut tenir. De toute façon, je ne peux pas me permettre de sacrifier 20 ans de travail. J'ai des emprunts, j'ai une maison avec des emprunts, j'ai acheté les murs, j'ai acheté le commerce. Actuellement, j'ai mis ma maison en vente parce que je ne sais pas ce qu'il va être pour cet hiver. 13h35, toujours personne. Chiffre d'affaires au mois de mai, moins 50%. Quelques centaines de mètres plus loin, toujours sur la côte sauvage, le restaurant d'Antonio. Même situation, même colère. En fait, ils n'ont pas discerné que c'était vraiment la cata. Et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec cette merde-là. C'est parce qu'au début, personne n'y a cru. Mais malheureusement, c'est un fait, c'est là. Et ça va être là encore pendant un moment. Dernière étape de notre voyage, la Baule. Ici, la plage est ouverte dans sa totalité. Et le week-end dernier, elle accueillait plusieurs milliers de vacanciers. Loin du pétrole, loin de l'Erika, chacun voulait voir dans ces images une lueur d'espoir. Mais à ce constat, il faut ajouter une découverte faite par le collectif anti-marée noire de Saint-Nazaire, très actif depuis le naufrage de l'Erika. Ce collectif aurait retrouvé, vous le voyez, du pétrole dans un puits d'eau douce situé sur la plage de Pornichet.
Alors va donc pour le quinquennat, on l'annonçait, le président Chirac l'a dit hier soir sur cette antenne, première date sur le calendrier qui pourrait mener à un possible référendum en septembre, débat à l'Assemblée sans doute le 20 juin, au Sénat le 29 juin, mais outre les oppositions marquées au quinquennat promis, le débat s'est notamment porté aujourd'hui sur la possibilité ou non d'amendement. Reportage Philippe Boisserie. Comment vous avez trouvé le président hier? Ne demandez pas à Lionel Jospin comment il a trouvé Jacques Chirac hier soir, il ne répondra pas. Son seul objectif aujourd'hui, convaincre ses alliés, comme ce matin les députés communistes, de voter sans crainte ni réticence la réforme du quinquennat et rien de plus. Un discours repris en chœur à l'Assemblée nationale par les socialistes, comme par les alliés du chef de l'État. La nécessité. Les députés socialistes n'ont pas l'intention de déposer d'amendement au projet de loi du gouvernement qui va être adopté demain. Donc c'est 5 ans sec. 5 ans, oui, 5 ans. Nous ne sommes ni dans la 6e, ni dans la 7e, nous sommes dans la 5e République. La 7e République qui se modernise, qui s'adapte. La Constitution est une règle, mais ce n'est pas une règle intangible. Un point de vue que tout le monde ne partage pas à droite, et notamment dans le camp de Jean-Louis Debré. On entre de plus en plus dans la 6e République, car je crois que la dissolution ratée sans conséquence présidentielle a déjà été un premier coup de canif dans la 5e République. Donc vous voterez non, si j'ai bien compris. Je n'approuverai pas ce texte en tout cas. D'un côté, avec Amsterdam, on diminue les pouvoirs du Parlement, puis maintenant avec cette réforme, on diminue les pouvoirs du président. Pourquoi pas 2 ans d'ailleurs? Chirac 2 ans pour ne rien faire, ça serait encore mieux franchement. Dans la majorité plurielle, les critiques se font moins radicales. Surtout, on voudrait aller plus loin, quitte à revoir le dogme de la 5e République. Si on veut passer à la 6e République, pourquoi pas, mais qu'on en discute, et qu'on en discute autrement qu'avec en jouant au jeu du chat et la souris, entre le Premier ministre et le Président de la République. Le débat sur le quinquennat, le 14 juin prochain, promet donc d'être animé. La 5e République sera soumise à un nouvel examen de passage, sans prendre forcément beaucoup de risques. Alors toute la question, Gérard, c'est de savoir si on est au début de quelque chose, si c'est un quinquennat sec ou un quinquennat qui fait des petits, si c'est l'aboutissement, le commencement, c'est ça, quoi. Ouais, absolument, vous l'avez dit, le quinquennat, aboutissement ou commencement, c'est toute la question. Jacques Chirac a plaidé hier pour une réforme à minima, 5 ans au lieu de 7, mais sans limitation du nombre des mandats, sans changement de calendrier des élections, et puis surtout sans aucune autre modification des institutions, fermer le banc. Une proposition donc simple et claire, approuvée ce matin par Lionel Jospin, mais une prestation présidentielle qui a paru manquer d'arguments, de convictions à nombre de parlementaires de la majorité et de l'opposition. Crainte chez les uns que Charles Pasqua en soit le principal bénéficiaire en enfourchant le cheval du non au référendum. Insatisfaction de tous ceux au centre ou à gauche qui souhaitaient ajouter au quinquennat d'autres mesures comme le non-cumul des mandats, une dose de proportionnel ou bien la revalorisation du Parlement. Et puis frustration enfin des partisans d'une évolution vers un régime présidentiel avec disparition du poste de Premier ministre et du droit de dissolution, une sorte de 6e République dont justement Jacques Chirac ne veut à aucun prix. Bon, alors tout cela promet un été plutôt chaud sur le plan politique, non? Oui, avec à l'Assemblée force débat et amendements, mais la discipline de vote au sein des groupes PS, RPR et DL devrait assurer une majorité au quinquennat sec. L'incertitude est plus grande au Sénat où les élus sont plus indépendants et craignent pour certains une remise en cause de la durée du mandat sénatorial. Il restera enfin l'épreuve du référendum avec les répercussions possibles de ces polémiques sur la mobilisation et le vote des Français. Vous l'avez compris, le quinquennat, bien que favori, n'est pas encore au bout de ses peines. Merci Gérard. Le gouvernement a choisi une procédure de sélection sur dossier, non pas des enchères publiques comme en Angleterre ou encore en Allemagne, pour attribuer des licences de téléphonie mobile multimédia, licences qui seront mises en service à partir de janvier 2002. Cette attribution devrait rapporter 130 milliards de francs. Explication avec Pierre-Emmanuel Luneau et Laurent Siron. L'Internet, dans un portable, c'est l'activité principale de Wapup, une entreprise créée il y a tout juste 3 mois. Pour elle, le développement de l'UMTS, le nouveau réseau de téléphonie mobile, est essentiel. Plus d'informations sur un écran de portable, c'est plus de services à vendre, donc plus d'argent à récolter. Pour nous, l'UMTS, ça veut dire qu'il faut multiplier par 10, par 20, par 30 nos effectifs, nos développeurs, nos développements. Il faut faire plus de services, mieux, plus rapide, plus accessible. Cette démultiplication des services est une véritable manne pour les opérateurs. On sait ce soir qu'ils seront 4 et qu'ils seront sélectionnés sur dossier. Chacun devra payer 32 milliards et demi de francs à l'État. Au total, celui-ci empochera une somme de 130 milliards de francs. Pour le ministre des Finances, c'est bel et bien le juste prix. Si le prix est fixé trop bas,
on dilapide le patrimoine public. S'il est trop haut, on risque de pénaliser les consommateurs, les petites villes ou les petites entreprises et les opérateurs industriels. Le gouvernement a donc choisi d'écarter le principe d'une vente aux enchères, qui aurait pu rapporter bien plus. Malgré cela, le ticket d'entrée semble déjà trop cher pour les futurs candidats. Nous avons l'impression d'être des otages dans cette procédure, et quel que soit le mot qui sera utilisé, lorsque l'on vous oblige pour continuer à exercer votre activité à repayer, il s'agit d'un impôt. Ces 130 milliards récoltés grâce à cette technologie d'avenir devraient servir à résoudre un problème à venir. Ils seront affectés pour l'essentiel au fonds de réserve pour les retraites. Alors maintenant que l'on sait comment ces licences seront attribuées, il faut sans doute revenir aux sources et définir plus précisément ce que sera cette troisième génération de téléphonie mobile, ses implications dans notre vie quotidienne. Commentaire Patrice Pellet avec Jean-Paul Mignotto. La fréquence UMTS, c'est l'arrivée des images sur le téléphone mobile. Un débit numérique 40 fois plus puissant qu'aujourd'hui sur Internet permettra de voir ceci, le monde, sur quelques centimètres carrés. Autre exemple, on appelle depuis un portable et chacun, de son côté, peut voir l'autre. L'UMTS offre des possibilités à couper le souffle. Vous pourrez connecter en fait cet appareil et cet appareil sans fil naturellement, l'un avec l'autre. Vous pourrez prendre une photo avec votre caméra numérique et vous pourrez l'envoyer à la personne de votre choix à l'autre bout du monde. On pourrait regarder la télévision, pas sur ce type d'appareil, sur un appareil qui aurait une forme légèrement différente, qui aurait probablement un écran légèrement plus grand avec de la couleur, mais on pourrait parfaitement regarder de la télévision. Voilà, j'ai rendez-vous pas loin d'ici avec un de mes clients. Les premiers téléphones mobiles fonctionnant sur la fréquence UMTS arriveront sur le marché en 2002. Un fantastique espace va s'ouvrir, plein d'aventures. Une première hypothèse encore provisoire pour le déraillement de l'Eurostar hier après-midi près d'Arras dans le Pas-de-Calais. Une pièce du système de transmission du bogie arrière de la motrice de tête aurait été arrachée. La SNCF parle de sortie de rail partielle. Je rappelle que 13 personnes ont été blessées légèrement. Le président américain Bill Clinton a quitté tard hier soir l'Ukraine après avoir entendu des autorités de Kiev l'annonce de la fermeture définitive le 15 décembre 2000 de la centrale de Tchernobyl. Une promesse faite d'aide de 78 millions de dollars, près de 550 millions de francs, a donc été faite par les Américains pour la construction d'un nouveau sarcophage pour le réacteur de cette centrale qui avait explosé en 1986. Commentaire Romuald Bonnan. Ils sont encore plus de 3000 à travailler dans la centrale de Tchernobyl. Plus d'ailleurs pour réparer les pannes à répétition et gérer le vieillissement accéléré du réacteur numéro 3. Le dernier a fonctionné du moins à 30% de son régime. Mais hier, l'Ukraine a décidé de fermer définitivement la centrale d'ici 6 mois, une décision que les ingénieurs acceptent sous condition. Il y a plusieurs scénarios pour fermer la centrale sans risque, mais il va falloir surtout imaginer le mieux possible comment gérer le combustible radioactif et aussi le personnel qui travaille ici. Tchernobyl, synonyme de catastrophe. Avril 86, l'explosion du réacteur numéro 4 lâche dans l'atmosphère l'équivalent de 500 bombes Hiroshima. 1991, un incendie oblige l'arrêt du réacteur numéro 2. 1995, c'est le réacteur numéro 1, cette fois, qui est stoppé à cause de fissures. Si la communauté internationale verse les 14 milliards de francs promis il y a 5 ans pour reconstruire 2 nouvelles centrales, l'Ukraine se débarrassera enfin de Tchernobyl. Il faudra ensuite régler une question majeure, celle du sarcophage de confinement en béton construit à la hâte après l'accident de 86. On s'aperçoit qu'il vieillit beaucoup plus vite, beaucoup plus mal que ce qui était prévu. Et il y a un risque sérieux d'effondrement partiel du sarcophage. Pour reconstruire cette structure, les États-Unis ont annoncé qu'ils verseront 550 millions de francs, 10% de ce qui est nécessaire. Mais pour nettoyer complètement le site, il faudra 50 ans et 70 milliards de francs, une somme loin d'être réunie. La secrétaire d'État des États-Unis, Madeleine Albright, a rencontré à Ramallah le président Arafat, puis à Jérusalem le Premier ministre Ehud Barak. Un sommet Arafat-Barak-Clinton serait prévu la semaine prochaine à Washington, mais il y a encore des réticences, toujours pour tenter d'accélérer le processus de paix. Un processus souvent contesté à Gaza et dans les territoires dépendants de l'autorité palestinienne. De plus, les médias palestiniens multiplient souvent les critiques à l'égard de la gestion de l'équipe de Yasser Arafat. Conséquence, des fermetures arbitraires de stations de radio et de télévision et des arrestations de journalistes. Enquête de nos correspondants permanents, Charles Anderlin et Mossi Harmon.
C'était à Ramallah au cours des obsèques d'un militant du Front populaire tué lors d'un accrochage avec l'armée israélienne. Mohamed Moukbel, pourtant haut fonctionnaire, scandait « Nous voulons nos droits, pas de négociations secrètes ». Plus tard, la police palestinienne empêchait des manifestants de s'approcher d'une implantation juive. Des images embarrassantes pour l'autorité palestinienne qui en a empêché la diffusion sur les chaînes locales. Watan, la télévision privée de Ramallah, a été fermée le soir même. Je risque d'être arrêté à tout moment. Avec les autres journalistes palestiniens, nous vivons dans la crainte. Notre station peut être fermée n'importe quand, arbitrairement. Watan a pu recommencer à diffuser après 3 jours. C'était sa 5e fermeture. Mais El Mahed, la station de télévision privée de Bethléem, est encore fermée sur ordre de la police. Motif, son directeur a publié un communiqué de soutien à Watan. Personne ne vous censure, mais lorsqu'une erreur est commise, on vous ferme la station. On ne vous dit pas pourquoi, il n'y a jamais rien d'écrit. Il a passé 48 heures en détention. À Ramallah, à Maramar, le patron d'El Nasser, une autre station privée, est interdit de diffusion. Un député palestinien avait critiqué Yasser Arafat au cours d'un débat. Je ne sais pas quel crime j'ai commis. Je ne peux pas rester les bras croisés quand ils ferment la station. Je n'ai rien fait de mal. Et si je dois finir en prison, eh bien tant pis. Quelques dizaines de journalistes palestiniens ont manifesté jeudi dernier à Ramallah pour la liberté de la presse. Leur liberté. Un détail, aucun responsable de l'autorité palestinienne n'a accepté d'être interviewé pour ce reportage. Au Liban, le tribunal militaire juge depuis hier 158 anciens membres de l'armée du Liban Sud, la milice pro-israélienne. Déjà, des peines de 6 mois, 5 ans de prison ont été infligées à plusieurs dizaines de soldats de l'ALS, que l'on voit ici. Selon le gouvernement libanais, 1500 membres de l'ALS se seraient pour l'instant rendus. Encore un tremblement de terre en Turquie. Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a été constaté dans la province de Çankırı. C'est dans le nord du pays. On compte 3 morts et 81 blessés. À Paris, les juges chargés de l'enquête sur la mutuelle des étudiants de France, la MNEF, ont mis en examen le député socialiste Jean-Marie Le Guen. Les magistrats lui ont notifié les charges de recel de détournement de fonds publics. Pour se battre contre la criminalité organisée que l'on soupçonne dans le monde financier international, il y a urgence de créer une architecture politico-judiciaire. C'est l'un des appels aux États que lance Eva Joly dans son livre Notre affaire à tous, publié aux éditions Les Arènes. Alors avant de recevoir Eva Joly, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, on note qu'elle fait également dans son livre l'éloge du magistrat suisse Bernard Bertossa. Il fait partie, comme elle, de ces magistrats lancés dans une véritable guerre contre les fraudes financières ou encore les blanchiments d'argent, avec quelquefois des interrogations critiques venues des élus politiques. Commentaire Michel Fine et Philippe Jasselin. Voilà déjà 7 ans qu'elle instruit au palais de justice de Paris les dossiers financiers. Eva Joly est le magistrat qui a mis en examen Bernard Tapie, ancien ministre. Loïc Le Floch-Prigent, ex-PDG d'Elf. Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel. Des dossiers lourds, parmi les plus difficiles à instruire. De l'autre côté des Alpes, le procureur de Genève, Bernard Bertossa, mène avec Eva Joly le même combat contre la délinquance des puissants. Ça n'a rien d'une croisade. Je rappelle quand même que les faits de corruption, c'est pas nous les juges qui avons décidé qu'ils étaient des crimes, c'est bien le législateur qui l'a fait. Nous appliquons la loi qui est faite par le Parlement et cette loi est une et indivisible. Il n'est pas équitable de ne l'appliquer qu'à des causes faciles, à des délinquants de peu d'importance, et sous prétexte de difficulté, de renoncer à l'appliquer à ceux qui commettent des crimes beaucoup plus graves. Mais le message a parfois du mal à passer. Nous sommes à l'Assemblée nationale il y a un mois. Eva Joly est l'invitée vedette de la commission d'enquête sur le blanchiment. Sa cible ce jour-là, la fraude fiscale. La France n'est pas un pays qui aime la transparence. Nous avons une très grande indulgence pour la fraude fiscale. C'est un sport national. Dans l'assistance, les députés écoutent, mais tous n'apprécient pas. Ce n'est pas à elle de porter ce genre de jugement d'ordre général. Il faut qu'elle s'attache, et elle le fait très bien d'ailleurs, à des affaires en tant que telles, à des investigations. Il faut lui faciliter la tâche, mais elle n'a pas besoin d'en rajouter et elle n'a pas besoin de donner des leçons de morale à quiconque. Ce jour-là, en quittant l'Assemblée nationale, la juge Eva Joly ne semblait pas avoir entendu le message du député.
Eva Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu quand même ce message. Est-ce que vous ne donnez pas effectivement quelquefois, vous et d'autres magistrats, des leçons de morale aux élus politiques? Je ne pense pas qu'il s'agisse de morale. Je pense qu'il s'agit de lutte contre une forme de criminalité qui est très grave. Et je pense qu'il y a une discordance extrêmement importante et grave entre les intentions déclarées et la réalité du terrain. Et c'est, je crois, ce que Bertossard et moi-même et beaucoup d'autres magistrats ont envie de dénoncer. Vous savez ce que vous reproche et vous le relevez dans votre livre. Vous dites, vous récusez, vous dites, on a l'impression que je suis en croisade. Et vous dites, c'est pas vrai. Non, je pense que ce témoignage est le fait de quelqu'un que, par un hasard historique, s'est trouvé placé dans cette position d'avoir observé à la fois l'archaïsme de l'institution, son côté vieillot, son côté démuni, et le côté incroyablement moderne et dans le vent de la délinquance économique, et de constater notre impuissance face à cela. Ah oui, vous dites notamment plus de la moitié de nos très grandes entreprises françaises sont donc directement et quotidiennement confrontées à la délinquance financière. Vous n'exagérez pas un peu? Je pense que, comme beaucoup de mes confrères européens, nous avons pensé pendant très longtemps qu'il s'agissait d'un épiphénomène, de quelques brebis galeuses, quelques écarts de conduite. Et nous avons, je crois, été amenés à faire le constat que c'était un problème beaucoup plus répandu que cela. Et ce que nous constatons également, c'est que pour combattre cette criminalité si grave, nous avons peu d'enquêteurs et que la réforme de la police de 95 nous a privés de nos bras pour faire les enquêtes. Et c'est peut-être parce qu'on a découvert un peu sur le tard cette délinquance, vous commencez à en prendre conscience. Vous tapez beaucoup sur la COB, la Commission des opérations de bourse. Vous dites qu'elle transmet qu'une petite dizaine de cas litigieux, alors qu'en une seule journée, on peut blanchir 200 millions de francs. En fait, vous dites qu'ils ne font pas grand-chose, quoi. Je dis que nous ne sommes pas outillés pour appréhender cette délinquance. Outillés, mais vous allez plus loin. Vous dites qu'on n'a pas une vraie volonté d'y aller. Oui, je pense qu'on peut appréhender la volonté politique de lutter contre cette délinquance, non pas dans les déclarations d'intention, non pas dans les mots, mais dans les actions. Et quand on mesure les actions, moi je constate que nous avons perdu 4000 policiers, 4000 OPJ, 4000 policiers capables de faire des enquêtes, qui travaillent avec nous en peu d'années, que la brigade financière est démunie, on manque des enquêteurs. Que les charges nouvelles... C'est une sorte de revendication syndicale que vous faites, ça? Non, ce n'est pas syndical, c'est pour les citoyens, c'est pour nous tous, je pense. Et quand vous dites que plus de 95% des délits financiers ne sont pas, restent impunis, là aussi vous n'exagérez pas un peu? Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il y a un iceberg énorme, vous nous faites peur? Je vous dis qu'il y a un iceberg et que nous connaissons qu'une infime partie. Et que tout le bruit fait autour de ces affaires ne doit pas faire oublier cela, c'est que nous connaissons qu'une très faible partie. Mais vous vous heurtez, vous, M. Bertossard ou d'autres, à une délinquance financière mondiale. Mondiale, oui. Or, les États ont chacun leur loi, leur justice. Oui. Donc c'est ça la complication aussi, non? Oui, nous nous sommes enfermés dans nos frontières. Les juges ne peuvent pas aller chercher les renseignements dans les pays voisins. Et au sein même de l'Europe, nous tolérons des paradis fiscaux, nous tolérons des endroits où la justice ne peut pas pénétrer. Monaco, Luxembourg, Liechtenstein. Liechtenstein, par exemple, est un exemple très, très important et qui vient d'être décrit par un rapport parlementaire. Il y a là un blanchiment important et la Liechtenstein ne coopère pas avec les juges européens. Alors, vous récusez l'idée d'être puissante, mais quand même, vous mettez quand même des gens en prison. C'est quand même une puissance incroyable. Je crois qu'il faut être conscient que l'action publique, que le fait de lutter contre la délinquance est une tâche noble de la société et qu'elle est confiée aux juges. Et que les juges passent leur temps à arbitrer entre les intérêts particuliers, les intérêts individuels, la liberté individuelle et les nécessités de l'action publique. Et lorsque les juges mettent en détention provisoire ou lorsqu'ils prononcent une peine, c'est parce qu'ils s'estiment que c'est dans l'intérêt de l'action publique. Ils font ça la plupart du temps à très bon escient. Et je voudrais vous dire à propos de ça que la France a une population pénitentiaire faible. Nous avons à peu près 55 000 détenus. On est régulièrement dénoncé pour avoir des détentions provisoires trop longues, pour des délais de jugement trop longs. Alors là, il y a des actions spectaculaires que nous pouvons avoir s'il y avait une réelle volonté de s'attaquer au problème. Par exemple, les personnes qui sont en attente d'être traduites devant la cour d'assises attendent 1 an.
souvent. C'est le délai minimum actuellement avant d'être envoyé. Ouais. Et il ne se passe rien pendant cette année. Là, on peut le raccourcir et suite mettre des magistrats en face. Et le nombre de personnes en détention provisoire par le juge financier est dérisoire. Non, pas beaucoup. J'ai une dernière question à vous poser, parce que vous semblez quelqu'un de très fort, très costaud, avec de très fortes convictions. Mais est-ce que, une fois, vous vous êtes trompé? Est-ce que vous regrettez d'avoir pris une décision en tant que juge une fois? Vous savez, nous ne sommes pas aussi seuls que vous le croyez. C'est pour savoir s'il y a une faille chez Eva Joly. Nous ne sommes pas aussi seuls que vous le croyez. Nous travaillons en équipe, donc nous parlons beaucoup, nous discutons beaucoup entre nous des décisions à prendre. Nous travaillons avec les policiers, avec le parquet, avec les experts, donc les décisions sont pesées. Mais vous vous êtes trompé quand même une fois? Vous pensez que vous avez commis une erreur? Je pense que parfois j'ai mal estimé l'importance de chaque protagoniste du dossier. Mais je ne pense pas m'être beaucoup trompée. Merci Madame d'être venue nous présenter votre livre, Notre affaire à tous, aux éditions Les Arènes. Merci. Les avocats de Cid Ahmed Rezala vont présenter un ultime recours contre la Cour constitutionnelle du Portugal pour tenter d'empêcher la mise en application de la décision de la Cour de cassation de Lisbonne d'extrader le meurtrier présumé de 3 femmes vers la France. L'ouverture aujourd'hui à Paris du congrès Eurocancer. Les spécialistes y ont déploré les insuffisances du dépistage du cancer en France et l'on a aussi observé avec intérêt les progrès de l'imagerie médicale, la capacité d'utiliser le virtuel pour des opérations très délicates. Explication avec Florent Muller et Rémi Poissonnier. Bienvenue dans la trachée artère d'un patient. L'objectif est une frappe chirurgicale. Attention, ceci n'est pas un simple simulateur car la tumeur cancéreuse est bien réelle. Un scalpel ne donne pas le droit à l'erreur, mais ici, en quelques clics, le chirurgien examine le malade sous toutes ses coutures avant l'intervention. Pour faire naître ces effets très spéciaux, il suffit d'un banal examen au scanner. Ne respirez plus. Pour l'instant, pas de quoi vous couper le souffle. L'appareil a pris une centaine de clichés du patient. Ces radios traditionnelles permettent d'établir un premier diagnostic. Actuellement, 3e récidive, T3, N0, M0, traité par laryngectomie totale circulaire de rattrapage. À l'aide de calculs tout aussi obscurs, l'ordinateur va additionner ces clichés pour offrir une vue en 3 dimensions du patient, de ses tissus et de sa structure osseuse. En voyageant virtuellement à l'intérieur du malade, le chirurgien peut repérer les lieux avant une intervention délicate. Le chirurgien va préopérer un patient donné, son patient, et non pas un modèle prédéfini, moyen. C'est réellement le patient qu'il va opérer, qu'il voit avant l'intervention. Ici, par exemple, on va arriver jusqu'au niveau de ce qui représente ici une tumeur qui s'est développée dans la bouche et qui arrive au contact de l'os. Pour l'heure, ces logiciels sont encore au banc d'essai à l'Institut Gustave Roussy. Leur prix n'est pas trop élevé, mais avant de songer à un tel investissement, les hôpitaux français devront combler un retard. Ils sont en Europe parmi les moins équipés en scanner et en IRM, des appareils pourtant essentiels à la détection d'une tumeur cancéreuse. Du sport, avec une bien belle journée aux internationaux de tennis de Roland-Garros pour les spectateurs et téléspectateurs de France Télévisions. Ils ont vu de beaux matchs, notamment Kuerten face à Kafelnikov avec la victoire à l'arraché du premier, mais aussi et surtout la qualification de Mary Pierce face à Monica Seles. Mary Pierce jouera en demi-finale contre Martina Hingis. Retour sur cette belle victoire avec Christelle Bertrand et Yann Jiquel. C'est un moment intime au milieu de l'arène. Mary Pierce a changé, désormais le calme l'envahit toujours après la tempête. Son jeu a mûri, sa volonté a grandi, et face à Monica Seles, elle sait qu'il faut prendre tous les points au sérieux. Dans le premier jeu, la Française défend comme jamais, jusqu'à réussir des coups inédits. Mais Monica Seles ne se laisse pas impressionner. L'américaine, comme à son habitude, parvient à trouver des angles dans les angles et remporte le premier set 6-4. Mais à ce moment-là, la Française retrouve une bonne première balle de service. Prendre Seles de vitesse devient beaucoup plus facile. Pierce gagne la deuxième manche 6-3 et puis elle prend le large au début de la dernière manche jusqu'à avoir 2 jeux d'avance. Mais Seles ne s'avoue jamais vaincue. L'américaine rattrape son retard. Tous les points sont décisifs. La nouvelle force de Pierce, c'est sa ténacité. Désormais plus sereine, la Française a pu tenir tête à Seles. Mary Pierce s'impose en 3-7 et se fait adopter par le public français si difficile à charmer. Mary Pierce est maintenant sûre qu'en demi-finale face à Martina Hingis,
elle pourra compter sur lui. Bonsoir Marie Pierce, merci d'être restée à Roland-Garros. Juste quelques petites questions. Alors on parle de votre ténacité au Mali, mais comment vous arrivez à faire un coup pareil, là, cette raquette entre les jambes, vous rattrapez la balle? Comment vous faites ça? En fait, c'est mon coup préféré. Je ne dois pas le faire, mais c'est mon coup préféré. Et puis pendant ce point-là, j'ai essayé d'attraper la balle, de courir, et puis je suis arrivée trop vite sur la balle, et puis bon, c'était la seule chose à faire. Alors ça veut dire que vous vous amusez quand même en faisant ça, puisque vous ne devez pas le faire. Oui, non, ça me fait très plaisir, ouais. C'est vrai. On a eu l'impression que vous aviez un vrai grand plaisir cet après-midi face à Monica Seles, d'abord parce que vous étiez soutenu, d'abord parce que vous étiez très concentré. Vous avez retrouvé ou trouvé un vrai grand plaisir à jouer maintenant? Oui, j'ai toujours de la plaisir de jouer au tennis, mais c'est vrai que bon, ces derniers temps, je me sens très détendue et puis très calme sur le terrain, et puis j'essaie de réfléchir et puis de penser ce qu'il faut faire et de jouer mon jeu. À chaque fois, lorsque vous vous apprêtez à engager, il y a une forme de réflexion, de concentration très particulière que vous avez mise au point? Non, pas vraiment. J'essaie d'écouter un peu la musique avant les matchs, de penser aux stratégies que j'ai envie de faire, et une petite prière, et puis c'est bon. Ah bon, d'accord. Mais alors là, vous avez une pression énorme. Vous êtes la seule Française. On va tous vous soutenir. C'est une pression que vous allez gérer comment? Bon, je ne sais pas trop penser à ça, parce que sinon la pression va monter, et puis bon, c'est vrai que ça peut me rendre un peu crispée, et bon, si je suis crispée, je ne joue pas mon jeu, je ne joue pas agressive en attaquant, en avançant, donc bon, c'est vrai qu'il y a un peu de pression. Aujourd'hui, j'ai senti un petit peu, mais bon, après, dans le deuxième set, je me sentais bien détendue, et puis ça s'est bien passé. Alors la particularité, c'est que vous allez jouer contre Martina Hingis, qui est votre partenaire de double. Oui, c'est vrai. On va jouer le double demain ensemble, et puis on va jouer le simple jeudi. Eh ben voilà. Bon, on vous souhaite très très bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. La fin d'une très belle carrière pour Jean-Luc Crétier. Le skieur alpin a décidé de mettre un terme à ses exploits. Il fut couronné en février 98 champion olympique, 30 ans après Jean-Claude Killy, on s'en souvient, c'était à Nagano. Il a 34 ans, c'est un peu tôt évidemment pour s'arrêter, mais de toute façon la Fédération internationale de ski ne lui donnait pas une invitation pour la prochaine saison de Coupe du Monde. Du cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans du film D'un rêve à l'autre d'Alain Berliner. Celui-ci avait déjà réalisé Ma vie en rose avec Michel Larocque. Cette fois, il utilise le talent de Demi Moore. Alain Berliner entre ainsi à petits pas dans l'univers du cinéma américain avec une histoire tout compte fait assez française. Présentation Marie-Jo Jouan et André Sora. C'est l'histoire de Marie qui vit dans un village provençal avec ses 2 fillettes. Bonne nuit maman, surtout ne m'oublie pas. Hein. Chaque nuit, elle s'endort et devient Marty, agent littéraire à New York. D'un rêve à l'autre, la jeune femme traverse 2 univers. Reste à savoir lequel est réel. Passer d'un rêve à l'autre, c'est un peu ce qui vient d'arriver à Alain Berliner. Un premier long métrage en 97, Ma vie en rose, qui fait un tabac outre-Atlantique. Un an plus tard, il reçoit le scénario de Ron Bass, co-auteur de Rain Man. Il le retravaille et voilà ce jeune cinéaste belge, propulsé à New York, dirigeant Demi Moore dans une production américaine. Un rêve d'autant plus qu'il a pu choisir l'actrice. Il y a quelque chose qui s'est passé, son approche du rôle était assez séduisante et en tous les cas très surprenante, parce que c'est vrai que j'avais un peu une autre image d'elle au moment de la rencontrer. Et aussi un petit peu de discussion en discussion, de fil en aiguille, l'idée de la prendre elle pour jouer un rôle dans lequel on ne l'attend pas réellement, puisqu'elle est plutôt typée très studio hollywoodien, est devenu quelque chose de très tentant. J'ai fait l'amour avec lui la nuit dernière. Je ne sais même pas s'il existe. Pardon, vous avez fait l'amour la nuit dernière en France? Oui. Un très beau rôle de femme au bord de la schizophrénie, l'occasion pour Demi Moore de retrouver une jolie place à l'écran, grâce au regard neuf d'un cinéaste européen qui a su garder son identité. Il ne faut pas penser que les Américains se mêlent de tout le temps, à partir du moment quand même où ils choisissent un réalisateur pour faire un film. Il y a quand même un côté confiance, enfin, ils ne l'ont pas non plus choisi pour rien, donc faut pas penser que j'avais quelqu'un dans mon dos tout le temps pour me poser des questions ou remettre en question mes choix perpétuellement, loin de là. D'un rêve à l'autre a été tourné entre le Luberon et New York. Alain Berliner ne connaissait ni l'un ni l'autre. Peut-être ce qui lui a permis de garder les pieds sur terre face à une aventure qui en aurait effrayé plus d'un. Le film vient de sortir aux États-Unis. Succès ou pas en France, pour Berliner, ce qui compte, c'est de pouvoir continuer à raconter des histoires qui touchent les gens et dans toutes les langues.
Et puis ce soir, sur France 2, vous pourrez assister à la diffusion d'un document inédit, tout à fait exceptionnel. Il est intitulé « Ils ont filmé la guerre en couleur ». Après 3 ans de recherche, René-Jean Bouillet propose un document de film, au pluriel, en couleur, tourné entre 1936 et 1944, depuis la guerre d'Espagne jusqu'à Hiroshima, notamment. Avant même cette diffusion, vers 20h50, quelques explications avec Frédéric Vion et Jean-Louis Bousser. Adolf Hitler en noir et blanc, sans doute avez-vous l'impression d'avoir vu 100 fois ces images. Mais qu'en pensez-vous comme ceci? Ces scènes n'ont pas été colorisées, elles ont été tournées il y a plus de 50 ans, directement en couleur, à l'aide de caméras d'amateurs. Pendant un demi-siècle, ces films sont restés inexploités. Parfois dans les caves ou les greniers de leurs propriétaires, pour la plupart allemands, soviétiques ou américains. Certains de ces documents ont été tournés par les cinéastes officiels, mais d'autres sont le fait de simples hommes du rang. Le résultat, un réalisme étonnant, comme ici, lors du débarquement de Normandie en 1944. Des images que la couleur rend plus proches de nous. La valeur ajoutée de la couleur, c'est que ça abolit le temps. C'est que brusquement, on sort du livre d'histoire et que quand on voit ces images, on a l'impression de voir le journal télévisé d'hier soir. Ils sont là, ils sont à côté de nous et c'est formidablement émouvant. La légèreté des caméras 16 mm permet aux soldats de saisir la réalité de la guerre. Par exemple, ces réfugiés français filmés par un soldat de la Wehrmacht en mai 1940. Des images qui n'étaient encore jamais sorties des tiroirs. En première ligne, ces soldats caméramens tournent parfois en cachette de la propagande officielle. Ils montrent sans phare une Europe à genoux. La détresse des populations envahies. L'horreur du ghetto de Varsovie. Des années 30 à 1945, plusieurs milliers de bobines ont été retrouvées. Pour que celles et ceux qui ont vécu le plus terrible conflit mondial retrouvent enfin un visage. Voilà, c'est ce soir sur France 2. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Le gouvernement attribuera les fréquences de téléphonie mobile nouvelle génération sur dossier par soumission. Cette nouvelle téléphonie mobile nous permettra notamment d'avoir Internet, divers services sur les portables. Et puis la belle victoire de Mary Pierce sur Monica Seles aux internationaux de Roland-Garros. Mary Pierce jouera en demi-finale face à Martina Hingis. La météo dans quelques secondes avec Isabelle Martinet. Demain à 13h, vous trouverez Carole Gessler et Rachid Rapp avec une large partie de leur édition consacrée à l'Erika. À demain 20h. Bonsoir. Merci.